bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Si vous voulez bien, au fond de la salle, vous asseoir, on va continuer. Nous attendons Marwan Laoud qui va arriver dans quelques instants. Est-ce que je peux vous demander un peu de silence au fond de la salle? Merci beaucoup, par politesse pour ceux qui sont là. Merci. Il y a tout juste un an, en juin 2022, la guerre en Ukraine avait commencé depuis le 24 février. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit « La France doit entrer en économie de guerre ». Économie de guerre, c'est un terme évidemment qu'on avait un peu oublié dans le vocabulaire économique, justement, puisque la Tribune est un journal économique. Nous sommes un an après, alors on va essayer de s'interroger, de savoir si on s'est donné les moyens de se mettre en économie de guerre. C'est un terme qu'il a répété lors de la présentation de la loi de programmation militaire, qui donne un certain nombre de moyens pour justement financer cet effort de guerre qui est porté aujourd'hui aux portes de l'Europe, mais avec un monde, vous le savez, de conflits, un monde où la géopolitique est en train de prendre le dessus et où toutes les décisions qui sont prises, évidemment, posent la question de la sécurité, que ce soit la sécurité économique, on a beaucoup parlé de souveraineté depuis ce matin, mais là également la sécurité tout court, bien évidemment. Alors moi j'ai envie de vous raconter, avant de commencer cette table ronde, une petite anecdote, puisque enfant, on m'avait offert une petite bande dessinée qui racontait l'histoire des armes au travers des âges, et ça commençait de la préhistoire avec l'invention du gourdin jusqu'à la bombe nucléaire, et à chaque page il y avait une innovation militaire, une innovation en termes d'armement qui était inventée avec cette petite bande dessinée qui ressemblait à une encyclopédie. Donc ça commençait avec le gourdin, je disais, et à la fin de chaque page, ça se terminait avec une arme pareille, la guerre va devenir impossible. Et donc c'était vrai avec le gourdin, c'était vrai avec la poudre à canon, avec une arme pareille, la guerre allait devenir impossible, jusqu'à la bombe nucléaire aujourd'hui. Peut-être demain, ça n'allait pas jusque-là à l'époque, l'intelligence artificielle, une arme pareille rendra-t-elle la guerre impossible? Bon, l'histoire a montré, l'histoire humaine a montré, et a suffisamment démontré que la guerre n'a jamais été rendue impossible. Et pour ne pas reprendre une formule latine qui veut la paix prépare la guerre, mais cette question aujourd'hui se pose de plus que jamais. Alors pour en parler, on a la chance d'avoir avec nous, ici sur scène, Patrick Aufort. Vous êtes directeur de l'Agence de l'innovation de défense. Vous avez un certain nombre de missions et de moyens à votre disposition justement pour mettre en place ce qu'on pourrait appeler peut-être économie de guerre. À vos côtés, François Matins, vous êtes le cofondateur, le vice-président de Défense Angels. Alors c'est pas des anges, enfin c'est pas les anges de la guerre, mais c'est les anges en tout cas qui, comme dans la finance, comme on dit, les business angels s'occupent de finalement se mobiliser, de mobiliser de l'épargne privée au service de la guerre. On va parler de votre action. On aura dans quelques instants, il nous rejoindra Marwan Laoud, le président, directeur général de Tikeo Capital Private Equity, qui est un des fonds d'investissement qui effectivement est présent dans ce domaine. Et enfin, nous avons avec nous en Zoom, à distance, Jean-Louis Thiriot, qui est député de Seine-et-Marne. Je ne sais pas si on peut vous avoir sur scène. Monsieur Thiriot, bonjour. Alors, on n'a pas de retour son. Est-ce que vous m'entendez? Là, oui, parfait. Voilà, tout est parfait. Très bien. Donc, écoutez, désolé de ne pas être physiquement avec vous, mais j'étais vraiment obligé d'être dans ma circonscription, donc j'ai décalé des rendez-vous, mais c'est malheureusement à distance. En tout cas, on est ravis de vous avoir. On vous a prévenu un peu tard. Vous remplacez aussi Arnaud Montebourg, qui devait être autour de nous, autour de cette table, ancien ministre de l'économie, qui est, on va avoir une pensée pour lui, actuellement à la messe d'enterrement de Denis Kessler, l'ancien responsable patronal, l'ancien patron de SCOR. Alors, peut-être avec vous, monsieur Thiriot, j'ai envie de commencer pour vous donner la parole aux politiques. Je parlais de cette loi de programmation militaire. Et je parlais également de cette question, finalement, de ce mot qu'on a mis au frontispice de cette table ronde. Est-ce que la finance peut être ou doit être patriotique à un moment où ces mots assez forts d'économie de guerre sont prononcés? Vous avez travaillé sur plusieurs rapports récents sur ces questions-là. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en faire un résumé et nous dire si, d'après vous, la finance patriotique est aujourd'hui un enjeu de notre temps?
C'est sûrement un enjeu essentiel. Alors, je crois que on dit que l'argent n'a pas d'odeur, c'est vrai, mais il n'est pas absurde de se dire que parfois il devrait avoir un drapeau. Effectivement, ce sujet est venu finalement de manière successive à travers 4 rapports que je vais évoquer, une prise de conscience générale. Le premier rapport que nous avions fait, c'était avec Benjamin Griveaux sur défense et plan de relance, où nous avions identifié des difficultés de financement spécifiques au secteur de la défense. À la suite de cela, on a eu des prises de parole publiques, notamment de Joël Barre, le DGA, qui a parlé de la frilosité des banques françaises, et le J4, qui a tiré la sonnette d'alarme avec François Matins, ici présent, qui en était, je crois, délégué général à l'époque, à travers un certain nombre de cas d'entreprises françaises qui n'avaient pas réussi à se financer. Dans la foulée, nous avons lancé une mission flash que j'ai co-rapportée sur le financement de la défense. Cela, c'était avant la guerre en Ukraine. Après ça est arrivée la guerre en Ukraine, la prise de conscience publique des plus hautes autorités de l'État, dont le président de la République, qui parle d'économie de guerre. Alors on verra si le terme est adapté. Moi je pense qu'on en est encore très très loin, parce qu'une économie de guerre, c'est véritablement la focalisation de la totalité du pays autour de l'industrie de défense. On est encore très loin, mais en tout cas, prise de conscience de ces enjeux. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qui lui-même parle de ses difficultés de financement dans une interview au Figaro avec Bruno Le Maire, et 2 rapports parlementaires récents, celui de mon collègue Plassard sur l'économie de guerre et celui de nos homologues du Sénat, Alizard, sur le même sujet. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel les 2 chambres se sont penchées, sur lequel toutes les autorités de l'État insistent pour dire qu'il y a des difficultés. Les difficultés, elles sont de 2 ordres. Elles sont d'ordre structurel, liées au cycle de vie de l'industrie de défense, en tout cas pour le financement en equity, puisque ce sont souvent des cycles plus longs, et que ce soit financement bancaire ou financement en equity, risque juridique à travers les règles de compliance, et surtout, risque réputationnel qui fait que face au lobby d'un certain nombre d'ONG notamment, vous voyez fleurir des labels financiers en tout genre qui excluent le secteur de l'armement de ces labels qui sont théoriquement destinés à encourager les critères ESR, une finance durable. Et donc, on a aujourd'hui une partie des acteurs de la place qui mettent dans le même paquet la prostitution, la pornographie, les jeux d'argent et la défense, alors que l'un des combats, c'est vraiment de faire prendre conscience qu'il n'y a pas de durabilité sans avoir défense, résilience et souveraineté. Donc, le grand enjeu aujourd'hui, c'est de rappeler, tous les acteurs que vous avez autour de cette table ronde y contribuent pour leur part, qu'on a un véritable enjeu pour le financement de notre industrie de défense. Est-ce qu'il faut parler d'investissement patriotique ? Sans doute, ou en tout cas d'investissement de souveraineté, puisque c'est à la fois au niveau français et au niveau européen. Mais oui, il y a un certain nombre de sujets qui doivent être portés pour drainer de l'épargne, pour drainer des fonds vers ces entreprises, qu'il s'agisse de PME, de l'innovation pure, de l'amorçage, et c'est ce que fait Defense Angels, qu'il s'agisse d'accompagner des entreprises dans leur développement, ou qu'il s'agisse aussi de gérer les successions, qui est un véritable problème dans un secteur où on a 4000 PME, 200 000 emplois, et on a aussi besoin d'avoir des financements. Donc je crois qu'on reviendra plus tard sur ces différents sujets. Je veux simplement dire qu'on a à la fois un sujet bancaire, et rappeler notamment que le financement export, c'est un engagement patriotique que doivent avoir nos banques, qu'on ne vend pas des armes n'importe
comment, que c'est contrôlé par l'État, qui a la SIEMG qui accorde les licences d'exportation. On a besoin d'être capable de prendre un minimum de risques et en tout cas de se donner le mal de faire les efforts de compliance nécessaires. Et puis, il faut travailler dans l'equity et dans les différents fonds. Et je suis ravi que Tikehau soit évidemment représenté comme il l'est, mais c'est vrai que le financement de la défense à travers des fonds dédiés est une nécessité absolue. Il y a Tikehau, il y a Weinberg Capital qui a ouvert un fonds, et puis en dehors des fonds dans lesquels l'État est présent comme Definvest ou le fonds d'innovation défense, on a encore énormément de progrès à faire, et donc c'est un enjeu des années qui viennent. Merci beaucoup Jean-Louis Thiriot de cette présentation qui donne un peu le cadre. Je reviendrai vers vous un tout petit peu plus tard, si vous le voulez bien, le temps que Marouane, que vous venez de citer, nous rejoigne. Et pour écouter, peut-être vous venez de faire la liaison directement, effectivement, Patrick Haufort, vous dirigez donc cette agence de l'innovation de défense. Peut-être, pour ceux ou celles et ceux qui ici ou qui nous écoutent ne la connaîtraient pas, pourriez-vous présenter ce que fait cette agence, les deux fonds, effectivement, notamment dans lesquels vous êtes présent, et comment vous-même vous adressez ou vous avez compris cette bascule dans l'économie de guerre. Est-ce que ça change votre vision des choses? Très bien. Alors, donc pour dire deux mots sur l'agence d'innovation de défense, hein, qui a été créée en fait sur le constat qu'il était pour la politique d'innovation de défense nécessite en fait un soutien fort à l'innovation pour garder la supériorité opérationnelle, et nécessite d'être capable de soutenir en fait toute forme d'innovation, toute forme d'innovateur. Donc on a 3 missions principales. La première, c'est de proposer les orientations de l'innovation de défense et de la piloter, c'est-à-dire proposer les axes d'efforts prioritaires, les technologies émergentes qu'il va falloir supporter, les modes d'action, pour préparer les technologies nécessaires à nos capacités futures. La deuxième grande mission, c'est d'être capable de détecter, d'expérimenter et d'adapter des innovations qui auront été développées en dehors du monde de la défense. On a aujourd'hui un écosystème innovant foisonnant en dehors du champ défense. Ça représente pour nous des opportunités, il faut qu'on sache les saisir pour là aussi apporter à nos opérationnels un gain de supériorité. Ça représente d'ailleurs aussi des menaces potentielles qu'il faut savoir identifier et traiter. Et puis la troisième grande mission, c'est d'accélérer et de déployer. En fait, le plus gros risque pour l'innovation, c'est que l'innovation reste un prototype. En fait, l'innovation doit finir sur le terrain, doit finir dans les mains des utilisateurs. Donc ça, c'est la troisième grande mission. Et donc pour faire ça, en fait, on a un certain nombre de moyens. Déjà DRH, celle de l'agence, mais en fait, l'innovation au sein du ministère, et au-delà même du ministère, c'est un réseau. C'est animer, fédérer un réseau avec des acteurs internes et également avec des acteurs externes sur lesquels on a besoin de s'appuyer pour diffuser l'information, pour capter des projets. C'est également des moyens financiers, avec une première ambition financière qui a été atteinte dans la loi de programmation actuelle, avec un niveau de ressources consacré aux études amont d'1 milliard d'euros qui a été franchi en 2022, et puis donc une loi de programmation militaire qui est en cours de débat parlementaire et qui prévoit de dédier sur la période 24-30 une enveloppe d'un peu plus de 10 milliards d'euros à l'innovation pour poursuivre cette forte ambition. Et puis c'est piloter un certain nombre de dispositifs pour soutenir l'innovation, et donc notamment des dispositifs financiers, donc de la subvention, de la commande publique, donc du marché, du contrat. Et puis on a fait le constat que parfois il y a des entreprises innovantes qui disposent de technologies qui ne sont pas encore suffisamment matures pour être concrétisées sous forme de projets avec les forces armées. Et dans ces cas-là, il est souvent beaucoup plus pertinent en fait, d'accompagner la croissance de ces entreprises et la montée en maturité de ces technologies en investissant en equity. Donc c'est pour ça qu'on a créé en 2021 un fonds d'investissement, le Fonds Innovation Défense. Alors il avait pour but ce que je viens de décrire, c'est-à-dire accompagner des pépites en fait, auxquelles on croit. Mais pourquoi on l'a fait? C'est parce qu'on avait fait le constat en 2021, comme l'a fait Defense Angels d'ailleurs, comme l'a souligné Jean-Louis Thiriot, on avait fait le constat d'une frilosité pour l'investissement dans le secteur défense. Alors ça a été dit, parce que très souvent c'est des sujets un peu deep tech, donc l'investissement est lourd, le retour sur investissement il est plus loin, il est plus lointain, la défense est un client exigeant,
Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire effet de levier par ce fonds d'investissement. Alors on n'investit que dans des technologies duales parce que justement on considère qu'il est primordial pour ces pépites d'avoir un autre marché que la défense pour se développer. On reste minoritaire parce que le but c'est vraiment de les accompagner, de les faire grandir sans les peindre en kaki et quelque part leur poser un souci. Mais par contre on amène notre crédibilité, y compris dans l'analyse du dossier, et on amène cette possibilité de faire effet de levier et d'avoir des co-investisseurs. Donc en fait, je distingue un peu la problématique d'investissement de la problématique d'économie de guerre, parce qu'en fait, le sujet de l'investissement et de la frilosité éventuelle, il existait avant 2022, avant qu'on parle d'économie de guerre. Après, l'innovation peut beaucoup pour l'économie de guerre. Je crois beaucoup à des sujets sur les matériaux, je crois beaucoup à des sujets sur les processus, parce que l'économie de guerre, c'est être prêt à monter en cadence, si nécessaire. Donc c'est être prêt c'est faire du stock, mais c'est aussi approvisionner des matières qu'on ne peut plus approvisionner d'une autre manière. C'est faire plus vite. C'est des sujets de compétences. Exactement, c'est un peu le sujet. Alors quand on a vu l'Allemagne, notre grand voisin, au début du déclenchement de la guerre en Ukraine, dire qu'elle allait mettre 100 milliards sur la défense, on s'est posé la question de savoir si ça allait bénéficier à l'industrie allemande de l'armement. Ou européenne. Ou européenne, et on a vu ce qu'il en a été. C'est-à-dire que là, ne serait-ce que les capacités de production ne sont pas là, aujourd'hui, à la hauteur de cet appel d'air financier qui a frappé sans doute les esprits de l'imagination. On peut aussi faire la guerre en frappant les imaginations et en disant on met beaucoup d'argent, mais à un moment donné, il faut des munitions, il faut des armes. Est-ce que vous évoquiez cette question, on n'était pas forcément préparé au niveau de l'industrie européenne de défense et entre la France et l'Allemagne en particulier, à se mettre dans ces conditions-là. Est-ce que c'est aujourd'hui devenu... Est-ce qu'on peut imaginer, par rapport à ce mot de finance patriotique, de développer des systèmes d'armes uniquement dans un seul pays, alors qu'on le voit bien, ce qui fait qu'on peut développer des capacités, c'est qu'on a un marché à l'exportation important. Alors, le marché est fondamental, en effet, très, très clairement. Même en matière de guerre et en économie de guerre, la logique de marché l'emporte. C'est bien pour ça que dans les grandes missions de la DGA au sein du ministère des Armées, il y a équiper les forces, il y a préparer le futur et il y a soutenir l'exportation. Parce qu'en fait, si on veut que nos acteurs de la base industrielle de défense et également des acteurs émergents, parce qu'il ne faut pas souscrire, comme je l'ai dit, on essaie aussi d'aller chercher de nouvelles solutions, y compris chez des gens qui ne sont pas encore chez nous, parce qu'ils peuvent être porteurs de solutions nouvelles. Mais il est clair que si on veut qu'ils puissent se développer, il faut qu'ils aient un marché suffisamment conséquent. Et si on veut que ce ne soit pas uniquement l'État qui investisse et qui finance tout, il faut qu'ils puissent avoir accès à un marché. Ils feront de l'auto-investissement, ils iront lever des fonds s'il y a un marché en face. Et donc pour étendre ce marché, ça passe par l'export, qui a des règles, qui est extrêmement réglementé. Monsieur le député l'a précisé, hein, nous n'oublions pas que l'export d'un matériel d'armement, à la base, c'est interdit. Chaque export est une dérogation. Il y a un processus très formalisé au sein de l'État avec une instruction interministérielle qui réglemente tout ça. Mais donc, en effet, c'est l'accès à un marché suffisant qui va permettre d'avoir d'autres modes de financement que uniquement l'État derrière, c'est-à-dire des financements privés, de l'autofinancement et l'accès à des investisseurs qui vont croire parce qu'il y a un marché. Alors peut-être, François Matin, vous entendez, parce que vous, par définition, Defense Angel, vous représentez... je crois 70 personnes, 70 angels, 70 citoyens français qui se sont posés, vous allez nous l'expliquer, la problématique de ce financement patriotique. Et vous venez d'entendre un petit peu, déjà le débat est clairement posé, il y a plusieurs tiroirs qu'on pourrait prendre, le sujet est vaste. Comment est-ce que vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre? Je m'inscris tout à fait dans la continuité de ce qui a été dit par Patrick et par Jean-Louis. De toute façon, comme il le disait, on a collaboré beaucoup au début ensemble pour pousser ces sujets-là, qui n'étaient pas faciles quand même à ancrer dans les têtes, parce que c'était peu visible, c'était souvent sur des problématiques qui étaient complexes à comprendre. Et il y a eu un vrai choc avec le Covid, où on s'est rendu compte que la souveraineté, c'était un sujet, c'était pas uniquement du discours et du performatif politique, qui pouvait être connoté d'ailleurs politiquement quand on disait ce mot-là. Et à la sortie du Covid, nous, et c'est là où on a une prise de conscience en créant Defense Angels, je vous donne un chiffre, c'est fin 2022, l'épargne des Français cumulée, c'était 5 726 milliards d'euros qui dormaient sur des comptes de livrets ou sous des matelas des Français. Le Covid
a un peu gonflé ces matelas. Exactement, parce que les gens n'ont pas pu dépenser leur argent, donc du coup ils l'ont conservé. Et en parallèle de ça, il y avait un sondage qui s'est sorti, pareil, juste à la sortie du Covid, du CIDEF, sur les Français et l'industrie de défense. Et le chiffre était que 64% des Français étaient prêts à aimer leur industrie de défense. Et qu'on pouvait avoir aussi dans la tête que c'était une industrie qui n'était pas ayant une bonne réputation, et ce chiffre a prouvé qu'en fait il y avait un delta entre la perception et la réalité. Et la dernière chose, c'est que, je vous prends un exemple très personnel, c'est que moi j'enseigne l'industrie de défense depuis 6 ans à Sciences Po et dans d'autres écoles, et il y a 6 ans, quand j'ai créé ce cours à Sciences Po, j'étais un méchant vendeur d'armes d'extrême droite qui voulait pousser des étudiants sur ces problématiques-là. Et je l'ai vu, la perception qui maintenant est totalement inversée, où j'ai de plus en plus d'étudiants, voire le cours est en rupture de stock, parce qu'il y a une vraie volonté de s'intéresser à ces problématiques. Donc la mentalité a changé, et le dernier aspect, c'était évidemment l'Ukraine. Et donc nous, ce qu'on a au sein de Défense Angel, c'est 2 missions. La première, c'est le financement, évidemment, hein, ce qui est logique, en ayant une démarche citoyenne, en se disant que ce n'est pas du tout incompatible de faire de l'investissement, de remettre de l'argent dans de l'économie réelle, et à côté de ça, permettre d'avoir une démarche citoyenne et contribuer à l'effort national dans une logique de souveraineté. En plus de ça, on a créé récemment Defense Partners, qui est un club d'investisseurs industriels qui peut permettre de faire la même manière auprès d'industriels, d'entreprises, de débloquer de l'argent pour soutenir des startups stratégiques sur des problématiques de défense sécurité, et comme on est sur la même thèse d'investissement que Patrick, donc en minoritaire. Et le deuxième mission de Défense Angels, c'est, alors on utilise le mot lobbying ou représentation d'intérêt, pour pousser le sujet auprès des décideurs sur le fait d'impliquer plus l'épargne des Français et inciter les Français à mettre leur épargne. Donc il y a deux solutions qu'on a proposées, et on est très content parce qu'elles ont été reprises, notamment dans des rapports parlementaires. Dans des rapports jusqu'à présent. Hein, dans des rapports parlementaires, mais dans le discours du président de la République mercredi sur Vivatech. Le premier, c'est la création d'un livret souveraineté qui permettrait de flécher l'épargne des Français. Et il y a eu un amendement d'ailleurs du Sénat dans la LPM qui était il y a quelques jours. Et le deuxième aspect, c'est avoir des facilités fiscales pour les Français qui veulent mettre de l'argent dans ces entreprises-là. Je vous prends un exemple très simple. Aujourd'hui, un business angel français, il est plafonné à 10 000 € d'investissement par an pour un abattement fiscal de 25%. Donc en gros, 2 500 €. Nos amis britanniques, c'est 30% sur un plafond d'1 million d'euros. Et comme par hasard, vous doutez bien que les sommes qui sont mises par les Britanniques sont bien supérieures. Du coup, les citoyens britanniques ont beaucoup plus une démarche patriotique en se disant moi, mon argent, je peux le mettre dans de l'économie réelle des entreprises britanniques. Ce qui, en France, même si les Français le voulaient aujourd'hui, c'est plus contraignant, en tout cas moins facilitant que tous nos voisins. Et les Français, aujourd'hui, sur cet aspect fiscal, on est les plus mauvais d'Europe. Alors, je salue l'arrivée de Marwan Laoud, bienvenue parmi nous. Je ne dis pas qui vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes le patron du fonds Tikeo Capital Investissement. Et on a juste brossé le début les prolégomènes du problème, donc vous allez pouvoir nous faire part de vos réflexions, cher Marwan. Juste, je voudrais, pour la prolonger et faire la synthèse de ce qu'on a entendu, finalement, un Emmanuel Macron qui annonce qu'on est en économie de guerre en juin 2022, une loi de programmation militaire qui met quand même pas mal de milliards sur la table. Effectivement, un débat qui monte sur on pourrait dire, je ne sais pas si ça devient le nouvel oxymore, la finance patriotique en tout cas le financement patriotique de cette économie de guerre, y compris par notre épargne. Moi, ça me fait penser, alors ça nous ramène un peu plus loin en arrière, je ne vais pas redescendre jusqu'à la préhistoire comme au début de mes propos, mais simplement au début des années Mitterrand, où le président de la République, François Mitterrand, avait dit « les pacifistes sont à l'ouest », et les SS-20 à l'époque sont à l'est. Alors je vais me tourner vers Marwan et lui dire sur cette finance ESG, sur la logique d'exclusion dans la finance qu'on a un peu esquissée en disant il y a un problème de mobilisation de l'épargne privée et de financement privé dans le secteur de la défense. Est-ce qu'aujourd'hui les pacifistes sont l'ESG, comme certains désignent aujourd'hui ces 3 lettres comme comment dirais-je, les nouvelles tables de la loi de la finance morale, alors que la réalité du monde reste un monde dangereux, reste un monde où il y a des menaces. Et quand bien même les Français, comme le disait François Matin, s'en rendent compte, on a une dissonance cognitive, comme on dit, entre la perception d'une menace et la préparation à cette menace.
bonjour à toutes et à tous, et encore désolé pour mon retard. Vous êtes excusé. J'ai la chance d'avoir été des deux côtés, d'avoir commencé dans la défense pure, puis passé du côté de l'industrie. Puis aujourd'hui, je suis étiqueté, catalogué, financier. C'est très français d'ailleurs de mettre des étiquettes, c'est sympa. On ne voit pas ça, on parlait du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on ne dirait pas c'est un financier ou c'est un industriel. On est dans les affaires et tout ça est très homogène. Au fond, le passage dans la sphère financière m'a permis de mieux comprendre et d'aller un peu plus loin que les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. À l'ouest, il y a une sorte de conjonction entre trois catégories, une sorte de complicité non avouée entre trois catégories. Il y a les idéalistes, et il faut respecter l'idéal. Il y a ceux qui pensent qu'il faut une paix durable et que pour qu'il y ait une paix durable, il faut faire des gestes d'apaisement. J'utilise à dessein le terme apaisement parce que c'est un terme qui était très connu, très couru entre 1935 et 1938 à Paris et à Londres. Et puis il y a les malveillants, c'est-à-dire ceux qui défendent d'autres intérêts et qui exploitent le fait que dans les démocraties, l'envie de paix que tout un chacun a peut se traduire par des décisions politiques. Donc, les idéalistes, les malveillants. Et en fait, j'ai découvert une catégorie intéressante du côté du monde financier qui est les paresseux. Les paresseux, c'est mes collègues financiers qui... quand on leur dit, bon, attends, c'est pas aussi simple que ce que tu dis, la taxonomie sociale, l'exclusion défense, ce n'est qu'un projet. Il y a des discussions en cours. Bah, écoute, trop compliqué. La défense, oulala, me parle pas d'armes non létales. D'abord, des armes non létales, je ne sais pas ce qui est létal et ce qui n'est pas létal. Et ensuite, non, attends, écoute, faisons simple, on ne fait pas de défense. Ça, c'est l'ambiance que j'ai trouvée, disons, avant février 22. Depuis février 22, les idéalistes sont un peu perdus. Et il faut les aider à comprendre. Et le vieux proverbe latin, quand on veut la paix, on prépare la guerre, il faut l'expliquer parce que c'est pas évident. On a vécu une période fantastique entre 1945, même sous la guerre froide, il n'y a pas eu de guerre en Europe. Ça fait depuis 1945 qu'on est en paix. On n'a jamais été aussi longtemps en paix en Europe, jamais aussi longtemps. Donc il faut expliquer aux idéalistes qui sont perdus. Les malveillants, eux, ils continuent, hein. Ceux qui sont à la solde de tel ou tel, et je ne regarde pas seulement à l'Est, hein, je regarde aussi à l'Ouest, dont le job est de désarmer l'Europe, eux, ils continueront. Et on les convaincra pas, il ne faut pas chercher à les convaincre. Et puis du côté des paresseux, les grands chefs, les dirigeants dont je fais partie, on a tous sorti le treillis. On est tous en treillis camouflé, on veut faire la guerre. Mais il faut que ça percole, il faut que ça descende dans les établissements bancaires, il faut que ça descende dans les établissements financiers et que ça aille jusqu'aux petits recoins qui sont les endroits où il y a de la demande de financement. Dans mon expérience depuis 2018, donc bien avant 2022, je n'ai jamais eu de problème pour avoir un financement pour des boîtes de défense. Il a fallu que je remonte le sujet au bon niveau dans l'établissement financier. Il ne faudrait pas avoir besoin de ça. Il faudrait que ce soit naturel, que les gens comprennent, que les gens dans la sphère financière comprennent qu'il n'y a pas plus noble que d'investir dans la défense. Je terminerai en disant que
quand vous demandez à un associé, des collègues de fonds d'investissement US en particulier, la défense, ah non, la défense, il ne faut pas investir dedans. Sauf la défense des États-Unis, c'est la défense du monde libre. Alors, beaucoup de choses ont été dites déjà à ce stade. Il nous reste encore un peu de temps pour débattre. Je voudrais ouvrir quelques tiroirs. Le premier, c'est celui, on vient de parler, bon voilà, est-ce que c'est durable de défendre son pays? C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe en Ukraine, ne serait-ce que pour la défense de l'environnement, on voit que ce n'est pas un super exemple. Donc, effectivement, on peut répondre sur cette question-là. Il y a une question, je dirais, plus économique qui a été esquissée par Jean-Louis Thiriot, c'est la défense, c'est bon, quelques grandes entreprises qui sont bien connues, qui sont souvent au Paris Air Forum, Airbus, Thales, Safran, souvent des entreprises duales d'ailleurs qui travaillent sur tous ces secteurs, Nexter, enfin quelques autres. Et puis c'est un immense tissu de PME, PMI, parfois même de TPE. On me disait hier que la taille moyenne des entreprises de la filière aéronautique, défense spatiale fait à peu près 45 personnes. Bon, je ne sais pas si le chiffre est toujours exact, mais en tout cas, ça donne un peu l'idée, et c'est aussi la vocation de la tribune, que de s'adresser à l'ensemble du tissu économique qui, finalement, est cette filière qui était extrêmement puissante et importante en France. Donc, c'est derrière, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on finance, ce sont des emplois. Donc, quand on veut financer une économie de guerre ou qui prépare la guerre, peut-être je vais commencer par vous, Patrick Hautfort, parce que vous représentez l'État, derrière, on sait qu'on finance aussi des territoires, des emplois, de l'économie, tout simplement, comme on peut le faire pour, ça a été annoncé ce matin, créer une filière souveraine de carburant durable. Ah oui, très concrètement, je crois que les... Donc ça justifie de mobiliser de l'épargne et des financements. Oui, les chiffres ont été donnés tout à l'heure, on peut les rappeler. Derrière les 10 grands maîtres d'œuvre de défense que vous citez, en fait, c'est plus de 4000 entreprises dans la chaîne de sous-traitance, qu'on appelle la supply chain. Et comme je le disais, aujourd'hui, il y a cet écosystème qui est derrière tous les équipements, tout le système de défense existant ou en cours de préparation. Et puis, il faut préparer le futur, il faut préparer l'avenir, il faut être ouvert à d'autres acteurs, puisque les technologies émergentes et technologies de rupture ne seront pas forcément portées par les acteurs connus, il faut qu'on garde les yeux ouverts. Donc, les startups, je me suis permis de profiter du Paris Air Forum. J'étais à la conférence précédente sur le spatial. Philippe Baptiste du CNES citait une nouvelle start-up dans le domaine du New Space par semaine, en France. Nous, notre rôle de détection d'acteurs émergents nous conduit à essayer de veiller justement un tissu et on est obligé de prioriser parce qu'il y a plus de 10 000 start-up aujourd'hui en France. Donc en effet, c'est tout ce tissu qu'il faut être capable de financer. Encore une fois, comme je l'ai dit, ils cherchent du financement à différents niveaux. Au moment où ils doivent émerger ou conduire des projets, ça peut être de la subvention, ça peut être de la commande publique, parce que pour aller voir son banquier, pour espérer obtenir des prêts, on a parlé de marché, il faut du marché, il faut de la commande, il faut un business plan, et puis c'est des fonds, en effet, on l'a dit. Donc oui, je vais pas parler, on parlait des chiffres, l'industrie de défense, c'est plus de 200 000 emplois directs, je crois que le dernier recensement était 208 000 emplois directs sur tous les territoires. Donc, clairement, ça fait partie de l'économie française. Et des emplois plutôt à forte valeur ajoutée et qui ne seront pas délocalisables. Comme c'est la semaine de la réindustrialisation, oui, ce sont des emplois qu'on a vocation à garder sur son territoire. Peut-être François Matins. Oui, pour rebondir ce qui a été dit avec Jean-Louis et ce qui vient d'être dit, c'est qu'un point de crispation sur le financement dans le secteur de la défense, c'est surtout l'exportation. Il faut avoir conscience que l'exportation aujourd'hui, c'est 1/5 des emplois dans l'industrie de défense. Et donc aujourd'hui, dès que vous avez de la crispation et voire des contrats qui peuvent être bloqués pour des PME, vous pouvez sacrifier tout de suite 40 000 emplois en direct. D'ailleurs, ce qui est un paradoxe, ce qui est assez marrant, c'est que parmi les promoteurs du soutien à l'export, c'est souvent les syndicats dans les industries de défense qui sont plutôt, parce qu'ils ont conscience des chiffres que ça peut emporter en termes d'emploi, que l'exportation, c'est une nécessité vitale pour l'industrie de défense. Et c'est vrai, là, je rejoins aussi ce que disait Marwan tout à l'heure sur la nécessité du ruissellement et le temps que ça peut prendre. Et là aussi, il y a une responsabilité de l'industrie de défense qui, pendant trop longtemps, n'a pas été dans une logique d'expliquer ce qu'elle faisait, de communiquer auprès du grand public, d'avoir une approche pédagogique en étant la période de la guerre froide, en gros, vivons heureux, vivons cachés.
le monde a changé, les gens veulent comprendre ce qu'il y a derrière l'industrie de défense, aussi bien pour recruter dans des emplois, enfin dans des secteurs qui recrutent énormément, mais également pour expliquer que l'industrie de défense, c'est pas uniquement l'entreprise, c'est la défense du territoire, c'est l'autonomie stratégique et c'est la durabilité de notre pays. Et donc il y a une démarche à faire très pédagogique de nos industriels de défense de s'ouvrir sur le monde de la finance et sur le citoyen au quotidien. Alors Jean-Louis Thiriot, peut-être pour vous demander, redonner la parole, il y a un mot qui n'a pas été prononcé et qui doit l'être peut-être à ce stade, c'est celui de BITD, hein, donc la base industrielle et technologique de défense. C'est ce qui est le cœur finalement de la stratégie industrielle et de réindustrialisation dans ce domaine. Alors il y a une loi de programmation militaire qui arrive aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est adaptée à nos besoins, aux besoins de défense du pays? Est-ce qu'il y a pas mal de débats? Alors évidemment, on ne va pas forcément les trancher au cours de cette table ronde, mais il y a 10 milliards qui sont mis sur l'innovation en particulier. J'ai commencé cette table ronde sur l'innovation dans l'histoire des guerres. Et aujourd'hui, est-ce que quand on dit qu'on finance un effort de guerre, est-ce que l'intelligence artificielle, tout simplement, c'est pas la technologie duale par excellence, puisqu'elle peut être utilisée tout aussi bien, et on sait qu'elle l'est dans l'armée, dans les questions militaires comme dans les questions civiles. Donc dans ces sujets finalement de taxonomie, est-ce qu'aujourd'hui, avec les progrès de la technologie, on n'est pas déjà dépassé par nature? On ne vous entend pas. Mettez votre micro. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, je crois que finalement, c'est Marwan Laoud qui, avec sa tripartition que j'aime beaucoup et que je cite régulièrement entre les idéalistes, les malveillants et les paresseux, tape extrêmement juste. Le gros sujet sur le financement de la BITD, y compris dans ses aspects du haut, c'est d'arriver à convaincre les paresseux qui ne veulent pas y aller parce que c'est compliqué. Et moi, je veux vraiment revenir sur ce sujet-là. Par rapport à ce qu'il disait, qui est très juste, c'est que généralement, les grands dirigeants d'entreprise aujourd'hui mettent leur treillis kaki. Mais on a un problème, j'allais dire, dans les dirigeants d'un niveau intermédiaire. Les spécialistes du secteur de la compliance, par exemple, qui sont extrêmement frileux et n'ont pas pris la mesure des enjeux. Et je vais vous prendre un exemple très frappant. C'est que nous avons fait adopter en loi de programmation militaire, en commission et en séance, alors ça revient au Sénat, il n'y a aucun problème au Sénat, la création d'un médiateur du crédit défense lié au médiateur du crédit et qui serait soumis au secret défense. C'était vraiment un des sujets que je porte depuis 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que le sujet, aucun problème avec le ministre qui donne un avis favorable, mais on a eu une levée de bouclier avec un amendement qu'il a fallu écarter in extremis d'un certain nombre de gens du milieu bancaire qui ont voulu écarter ça à tout prix. Alors par principe, moi je suis contre les machins et les bidules qui compliquent tout, mais là très clairement, c'était quelque chose d'utile. Donc on a vraiment un effort de pédagogie à porter sur les paresseux. Pour rebondir sur votre question, est-ce que la LPM y répond? Elle y répond, je crois, assez largement. Je dis toujours, ça n'est pas une loi historique, mais c'est une loi raisonnable. Sur la BITD, il y a vraiment un effort qui est fait sur l'industrie de défense qui est pris en compte, sur donc, ce médiateur du crédit défense, sur la volonté d'encourager des labels qui mettraient en avant résilience et souveraineté. Le Sénat, effectivement, a voté ce que nous n'avons pas pu obtenir à l'Assemblée, un fléchage spécifique de l'épargne, ce qu'on réclame aussi depuis assez longtemps. Après, on n'en est qu'au Sénat et je ne sais pas ce que ça va donner en commission mixte paritaire, puisqu'un certain nombre d'idées qu'on a évoquées, que ce soit du fléchage du livret A, qui était d'ailleurs dans le rapport Plassard, ou que ce soit des déductions fiscales, ce n'est pas du tout dans l'air du temps à Bercy. Donc il faut y réfléchir. Mais la bataille qu'on a à mener, d'abord aujourd'hui, je crois, est un combat intellectuel pour convaincre les paresseux et éventuellement convertir une partie des idéalistes. Marwan a raison, les malveillants
de toute façon, on ne pourra rien faire et ils sont éventuellement à la solde de puissances étrangères, mais faisons d'abord ce travail. Et c'est vraiment de dire que dans les critères ESG, la première condition de la durabilité et de la soutenabilité, c'est la permanence dans notre être. La permanence dans notre être, c'est ne pas être agressé, c'est avoir un outil militaire efficace. Et vous voyez, aujourd'hui, entre le bilan carbone de la guerre en Ukraine et les drames humains, eh bien, il valait mieux avoir un peu plus de financement dans les secteurs de la défense que d'avoir une guerre. Donc oui, servir l'armement, c'est servir une planète plus vivable et c'est servir l'humanité tout simplement qui est représentée dans nos patries sous notre drapeau. Alors Marwan Laoud, vous disiez les industriels ont mis leur treillis au vu de cette période et de cette loi de programmation militaire. On va accueillir dans un instant un industriel, Guillaume Faury, qui n'est pas venu en treillis, mais qui va pouvoir parler alors, globalement de tout son secteur. Peut-être sera-t-il interrogé par Michel Cabirol aussi sur ces questions-là militaires, mais pas seulement, bien sûr. Et ça sera intéressant de l'entendre. Peut-être, moi, j'ai envie de vous terminer ce tour de table, puisqu'il nous reste 5 minutes, par votre formulation que j'ai bien effectivement aimée, Marwan. Le monde se divise en trois, effectivement, les idéalistes, les malveillants et les paresseux. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la définition, moi ça me fait penser à Marc Bloch et l'étrange défaite. C'est-à-dire, est-ce que les pacifistes sont pas les défaitistes? Les pacifistes d'aujourd'hui sont pas les défaitistes de demain? Et est-ce que vous entendre peut-être tous les trois sur la gravité de la situation? Parce que si on ne se met pas, puisqu'on est en économie de guerre, nous dit-on, en mesure de répondre à cette injonction, on peut en subir les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue aujourd'hui de vous, les financiers de cette économie de guerre? Juste avant de répondre directement à votre question, je voudrais redire un mot sur BITD, puisque vous avez cité le terme. La première fois dans ma carrière où j'ai écrit sur ce genre de sujet, c'était à l'époque de la politique industrielle. C'était au siècle dernier, en 1994. Et j'ai mis longtemps, j'ai mis pratiquement 30 ans à me forger la conviction suivante: l'industrie de défense n'existe pas. L'industrie de défense n'existe pas parce qu'en réalité, si on raisonne en technologie, il y a très peu de technologies. Je n'en connais qu'une en réalité, peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi je n'en ai identifié qu'une. Il y a une technologie qui ne sert uniquement et exclusivement qu'à des applications militaires, c'est la furtivité radar. J'en connais pas d'autres. Hein, si on décompose en technologie élémentaire... C'est ce que je disais pour l'intelligence artificielle. C'est dual. C'est dual. Donc il y a des industries et il y a des cas d'usage défense. C'est deux choses différentes, il y a ces deux axes différents. Alors pourquoi faire cette distinction? Parce que quand on fait cette distinction, on se rend compte qu'en réalité, servir la défense, financer la défense, investir dans la défense, c'est investir dans l'industrie et donc contribuer à la réindustrialisation. Et ce n'est plus un sujet seulement un sujet de défense, c'est un sujet de réindustrialisation. C'est un sujet qui, en plus de l'aspect défense, concerne l'économie du pays, l'économie de la zone économique dans son ensemble. Mais à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, c'est quand même un sujet. L'échelle, quand vous êtes industriel, vous plaquez ensuite des schémas géographiques. Vous commencez par résoudre des questions, gagner des affaires, concevoir des produits. Et puis, vous cherchez des clients de proche en proche. Vous commencez là où vous êtes et puis vous vous écartez. Alors, l'échelle européenne, c'est évident qu'aujourd'hui, on a énormément de nos industries qui sont européennes. Si je parle de celles que je connais le mieux, c'est ridicule de parler d'aéronautique si on ne considère pas l'échelle mondiale, même carrément, puisque, bon... maintenant, tout a démarré. Il faut savoir où sont vos racines, et nos racines, elles sont ici.
Patrick Aufort et François Bazin. Peut-être François d'abord, et puis Patrick pour conclure. Oui, je m'inscris dans ce que vient de dire Marouane, mais j'irai même plus loin, c'est-à-dire qu'investir dans l'industrie de défense, c'est une démarche profondément citoyenne. Et alors j'aimerais, sur un thème de la finance patriotique, j'aurais aimé citer le général de Gaulle, mais je vais citer JFK, qui disait « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays ». Et je trouve qu'au-delà de prôner d'être réserviste, là on voit que c'est un vrai sujet. Kennedy. Ouais, Kennedy, pardon. Bah, JFK, ouais. Et donc du coup, l'idée c'est de montrer que quand vous investissez votre argent personnel dans des industries de défense, des startups, des PME ou même potentiellement grave via de l'épargne, dans des grosses entreprises de défense, vous êtes au cœur du lien armée-nation et vous êtes au cœur de soutenir les valeurs qu'on défend dans nos pays à l'échelle française et européenne. Et donc c'est quelque chose sur lequel nous tous, on devrait faire un peu plus de pédagogie et montrer que ça va dans le bon sens et que c'est pas incompatible avec plein d'autres choses comme l'environnement et d'autres sujets de notre temps. On approche de la conclusion. Je vais vous donner peut-être le mot de conclusion sur à la fois ma question et peut-être rajouter un mot sur... Si on regarde les institutions, la difficulté aujourd'hui dans ce pays, il y a beaucoup de polarisation, mais l'armée reste une institution qui est très très appréciée par les Français. Quand on regarde tous les sondages d'opinion, il y a beaucoup de respect pour cette mission de défense. Et peut-être dans la période actuelle, depuis le 24 février 2022, ça a sans doute été renforcé. Comment est-ce que vous regardez ce débat, vous qui êtes au cœur quand même, j'allais dire, du réacteur ? On sent clairement, je crois que François avait cité un sondage sur l'appétence majoritaire des Français pour la souveraineté de manière générale. Côté ministère, on a fait faire par rapport à l'Institut Harris un sondage du même type, d'ailleurs sur est-ce que les Français seraient prêts à soutenir par le financement l'industrie de défense. Alors, ils étaient... Pas encore par des bons de guerre, mais ça viendra peut-être. Non, mais ils étaient, par leur épargne, en tout cas, ils étaient très majoritairement prêts à le faire. Et les mots clés qui cochaient dans le sondage, c'était souveraineté nationale, innovation, lien armée-jeunesse. Et lien armée-nation, pardon, excusez-moi. Donc, ce qui résonne sur ce que vous venez de dire sur la manière dont la défense est ressentie. Donc, je pense qu'on est vraiment à un moment clé. Et par rapport à ce que disait Marouane sur la dualité, moi, je suis plutôt très d'accord sur le fait qu'il y ait beaucoup de sujets duaux. Mais par contre, je pense que c'est les paresseux qui justement, ne font pas cet effort de compréhension pour aller chercher la dualité jusqu'au bout. Donc, très clairement, je pense qu'on est vraiment quand même à un moment assez clé parce que les difficultés de financement qu'on peut rencontrer, qui sont liées à cette frilosité ou cette paresse, il ne faut pas oublier que le financement, c'est ce qui permet de financer la recherche et le développement, donc la compétitivité future de notre industrie. Et donc le sujet, il est là, il est clé. Si on ne finance pas maintenant, on ne prépare pas l'avenir. Je crois que si Michel Cabirol nous a proposé, et je le remercie de me l'avoir confié, ce débat avec vous tous, c'est parce qu'effectivement, et on le sait bien à la tribune, l'argent reste le nerf de la guerre. Ça sera le mot de la conclusion et de fin de cette table ronde. Merci à tous les quatre d'y avoir participé.